Bienvenue pour la seconde partie de notre programme. Nous allons nous intéresser toujours au Royaume-Uni, à quelques jours évidemment d'un référendum très attendu le 23 juin. Car les Britanniques vont-ils quitter le bateau ou rester au contraire arrimés à l'Union européenne? Nous poserons la question à un Grec dans quelques minutes, mais tout de suite à une Française et pas n'importe laquelle puisqu'il s'agit de Nicole Fontaine. Bonjour Madame Fontaine. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, l'ancienne présidente du Parlement européen, une institution qui n'a pas eu beaucoup de femmes à sa tête. Hélas. Hélas. Après Simone Veil, j'ai été la deuxième femme et il n'y en a et pas encore eu d'autres. Oui. Ancienne ministre de l'Industrie aussi. Alors vous sortez cette semaine sous un titre très provocateur, un ouvrage, donc Brexit, une chance, point d'interrogation. Repenser l'Europe. Repenser l'Europe. Une chance de repenser l'Europe. Alors, en l'occurrence, avant de repenser l'Europe, parlons quand même du drame humain qui a secoué les Britanniques, l'Europe entière, on peut le dire d'ailleurs, avec l'assassinat de Jo Cox, cette députée de 41 ans, dans un climat politique qui était pour le moins tendu. Oui, j'ai été horrifiée, bouleversée de la mort tragique de Jo Cox, qui était une femme, justement, une femme politique engagée, motivée, très, très généreuse, rayonnante. C'est un drame. C'est vraiment un drame. Alors, je crois que je ne sais pas, ma pensée a été aussi, bien sûr, à d'autres drames récents que nous avons vécus en France. Je pense à ces deux policiers qui ont été massacrés de cette façon absolument abominable. Et je suis vraiment très inquiète de ce climat de violence partout. Oui, et le sentiment que finalement, il y a une sorte de banalisation des violences verbales. Voilà, parce que cette campagne référendum d'air et beaucoup de médias d'ailleurs britanniques font, y compris leur mea culpa, a été marquée par beaucoup de violences verbales, de noms d'oiseaux, hein, et peut-être que cet assassinat est lié à cela. C'est assez courant en Grande-Bretagne, les noms d'oiseaux, comme vous dites si bien, mais à ce point, bien sûr, personne ne pouvait imaginer ça. Je crois que d'ailleurs, ça n'est pratiquement jamais arrivé. Enfin, c'est presque... Les migrants, elle était défenseuse des migrants. Hein, ça a été beaucoup utilisé dans la campagne pro-Brexit, par exemple, l'immigration. C'est très passionnel. Oui, absolument, c'est très passionnel. Mais on voit bien d'ailleurs, par exemple, dans les sondages, dans les enquêtes qui sont faites, la dégradation du sentiment de désamour des citoyens à l'égard de l'Europe a considérablement augmenté depuis la crise des migrants. Parce que malheureusement, l'Union européenne s'est montrée impuissante à gérer cette crise. À l'accompagner. Est-ce que ce drame qui a suspendu la campagne pour quelques jours, ce qui est tout de même assez inédit dans une histoire référendaire, est-ce que ça peut changer la donne, puisqu'on voyait bien que la dynamique était du côté de ceux qui préconisaient la sortie de l'Union européenne, et que c'est vrai que c'était d'ailleurs le choix qui était fait par l'assassin. Il faut dire, il était clairement proche d'une extrême droite très, très anti-Europe. Je crois que c'est très difficile, très difficile de faire des pronostics. Les référendums, vous savez, c'est toujours... on ne sait jamais. Moi, j'ai vécu 2 référendums en France. Le référendum sur le traité de Maastricht. Dans les sondages, on avait commencé avec des chiffres extrêmement élevés pour le oui. Et on a abouti à 50,51% seulement pour la création de la monnaie unique. Et il y a eu le référendum en mai 2005 où là aussi, les sondages donnaient le oui gagnant. Et puis finalement, on a abouti à une très forte majorité. C'est vraiment... Donc il y a un élément émotionnel. Il y a un élément, voilà, des éléments émotionnels qui peuvent jouer. Des éléments de toute nature. C'est vraiment très difficile. Je pense à l'Irlande, par exemple, qui a fait un référendum, qui doit faire un référendum sur tous les traités internationaux. Et dans le référendum sur le traité de Lisbonne, les partisans du non avaient trouvé un slogan ravageur. Ils l'ont trouvé au dernier moment. Si vous ne comprenez pas, votez non. Ça a été un raz-de-marée pour le non. Bon, c'est vous dire que tout est possible. Tout est possible, mais ceci étant, considérant qu'une proportion assez importante de citoyens britanniques sont encore indécis, j'aurais tendance à penser que cette tragédie les inciteront plutôt à rejoindre les convictions que cette députée britannique défendait. Donc l'Union européenne, avec beaucoup de prudence, donc je serais tentée de penser que le IN
est renforcée. Alors justement, pourquoi vous dites en une, le Brexit, une chance? En quoi ça pourrait être une chance? On ne voit pas bien, on n'arrête pas de nous dire que ça va être catastrophique pour l'Europe si les Anglais nous quittent. Alors justement, chère madame, j'ai vu le grand danger. Je suis une Européenne convaincue, comme vous savez, et depuis plusieurs années, je souffre. Je souffre de voir cette lente descente aux enfers de l'Europe. Alors que pourtant, l'Europe n'a jamais été aussi nécessaire et que je ne vois vraiment pas comment on pourrait répondre aux grands défis du monde d'aujourd'hui en se repliant derrière ses frontières. L'Europe est une nécessité absolue et je pense que l'Europe peut aussi redevenir un grand projet collectif. Mais la présence des Britanniques a reposé sur une méprise. Les Britanniques, ils sont rentrés dans l'Union européenne pour le grand marché, pour les avantages du grand marché. Et tous les progrès que nous avons essayé de faire vers une Europe politique, pour répondre vraiment aux attentes des citoyens, les Britanniques les ont soit repoussés, soit ils s'en sont mis en opting out, soit ils ont réussi à les empêcher. Donc vivement qu'on en soit débarrassé d'un certain point de vue. Débarrassé, je n'emploierai pas ce mot. J'ai d'excellents amis britanniques et j'ai eu des collègues merveilleux. J'ai eu un secrétaire général quand j'étais présidente, Julian Priestley, qui était un homme remarquable. Donc ça n'est absolument pas une hostilité à l'égard des Britanniques, mais ça serait une clarification. Ça serait une clarification et je pense que ça obligerait les autres États membres, les autres responsables à se reprendre en main et à dire « mais non ». L'Europe n'est pas morte. Et justement, vous avez dit tout à l'heure, tout le monde dit, enfin beaucoup disent, ce sera la mort de l'Europe, ce sera la fin de l'Europe. J'ai pensé que c'était quand même important qu'il y ait des voix qui disent, mais non, pas du tout. Non, ce n'est pas la mort de l'Europe. Elles sont minoritaires, ces voix. L'État français en tant que tel continue à dire que, en effet, on souhaite que les Britanniques restent avec nous. Et puis, alors on avance des arguments économiques. On dit aussi, attention, derrière, il y a peut-être les Pays-Bas qui voudront voter par référendum pour leur sortie, et puis des pays à l'est de l'Europe, au nord de l'Europe, et donc un effet domino et de contagion terrible. Alors, je pense que dire que la sortie des Britanniques serait une chance, ça peut paraître politiquement pas correct. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup le pensent, je peux vous le dire, mais peu le disent. Et j'ai pensé que c'était quand même important qu'on ait le courage de le dire. Alors, vous avez parlé de détricotage. Bon, bien sûr, si les Britanniques sortent, il peut y avoir d'autres pays qui soient tentés. Je ne pense pas que ce serait le cas, parce qu'ils verraient, ces pays, les conséquences sur la Grande-Bretagne. Des conséquences à la fois économiques et aussi un risque de dislocation du Royaume-Uni. Ça ne serait plus le Royaume-Uni, ce serait le Royaume désuni, puisque, comme chacun sait, l'Écosse et peut-être même l'Irlande du Nord demanderaient à rejoindre l'Europe, parce qu'ils sont très, très européens. Et ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que si les Anglais restent, avec les concessions qu'on leur a accordées, justement pour les faire bien voter, tout le monde va demander son Europe à la carte. Bien sûr. On voit mal comment, et comment d'autres pays ne demanderaient pas les mêmes concessions. Et il y a une concession qui est très redoutable, qui apparaît sémantique, mais elle n'est pas du tout sémantique. Dans le préambule du traité, il y a cette belle phrase, l'objectif, c'est une union sans cesse plus étroite des peuples d'Europe. Et dans les concessions, les Britanniques seraient exonérés de cet objectif, de ce but. Il pourrait justifier n'importe quoi. Nicole Fontaine, toute dernière question. S'il y a Brexit, est-ce qu'il faut être très dur avec eux pour que justement ce ne soit pas une réussite que cette sortie, ou est-ce qu'au contraire il faut être très flexible sur les nouvelles négociations des règles de commerce? Ni dur ni flexible, nous avons des statuts. Nous avons des statuts avec la Norvège, nous avons un statut particulier avec la Suisse, nous avons des statuts avec les pays tiers. Il faudra regarder les choses objectivement, en bonne intelligence. Moi, je suis pour qu'il y ait une sorte de divorce à l'amiable, mais que les choses soient claires et que les Britanniques ne puissent pas empêcher ceux qui veulent aller de l'avant, ceux qui veulent une plus forte
intégration, une plus forte Europe politique pour répondre, notamment dans les domaines fiscaux, dans le domaine social, de la politique extérieure. C'est ça que les citoyens attendent. Merci. Ils attendent qu'il y ait plus d'Europe. Merci Nicole Fontaine d'avoir témoigné votre faveur pour un divorce à l'amiable avec plus d'intégration pour les autres. Vous restez avec nous. Nous allons tout de suite rencontrer le vice-premier ministre grec qui, lui, veut à tout prix garder les Britanniques avec lui. Et pour poursuivre sur ce thème, nous recevons maintenant un Grec. En effet, il s'agit d'un ministre d'État grec qui est très proche d'Alexis Tsipras. Bonjour, Nikos Pappas. Bonjour. Ce qui préoccupe beaucoup l'Europe en ce moment, peut-être même plus que la crise grecque, c'est bien sûr les possibilités d'un Brexit, d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne lors du référendum du 23 juin. Alors, ce référendum est très attendu par toute l'Europe. Est-ce que les Grecs se passionnent pour cette question? Est-ce qu'ils sont inquiets par la possibilité de ce Brexit? À mon avis, tout le monde est inquiet de la possibilité d'un Brexit. Je pense que personne ne devrait quitter l'Union. Mais les leaders politiques, les familles politiques et les instances européennes doivent très rapidement entamer une discussion courageuse et radicale sur l'avenir de l'Union. Nous devons nous demander pourquoi certaines personnes n'aiment plus l'Union européenne. Et l'on doit tirer des conclusions, des leçons de ce qui a été fait ces dernières années. Et l'on doit arrêter de penser que si chaque pays s'occupe de ses petites affaires, l'Union européenne ira bien. Cette idée ne fonctionne pas. Ça ne marche pas au niveau économique et ça ne marche pas face aux migrants. Est-ce que vous avez le sentiment que l'Europe a beaucoup à perdre en perdant les Britanniques si on se retrouvait à 27 après le 23 juin? Miser sur un éventuel Brexit ne serait pas très avisé. Le coût d'un Brexit sera surtout politique, puisque l'on se demandera ensuite qui sera le prochain à partir. Je pense que nous ne devrions pas nous focaliser sur le nombre de milliards que coûterait un Brexit pour l'UE. Le Brexit ruinerait avant tout la confiance politique des États membres concernant le futur de l'Union. C'est pour cette raison que j'espère qu'il n'y aura pas de Brexit. Vous pensez à un effet domino? Exactement. Beaucoup de gens en ont parlé l'an dernier, quand la Grèce ne faisait pas partie, comme maintenant, de la solution, mais du problème. À l'époque, on craignait qu'un Grexit, notre sortie de la zone euro, n'entraîne un effet domino. Si notre pays avait quitté l'Union, la prochaine interrogation aurait été « quel est le prochain sur la liste ?» Nous avons évité cela, ce n'est plus d'actualité. Cette opportunité doit être saisie pour repenser l'avenir de notre maison commune. La Grèce, elle a beaucoup été citée et utilisée dans la campagne pour partir, qui avance en effet pour argument que bien que la Grande-Bretagne ne soit pas dans la zone euro, eh bien, il y a un risque véritablement sérieux qu'elles doivent un devoir de solidarité vis-à-vis de ce membre de la zone euro qu'est la Grèce. Donc payer pour la Grèce, eh bien ça, beaucoup de Britanniques ne veulent pas en entendre parler. Ce n'est pas vrai. Notez d'ailleurs que de nombreux pays ont prêté de l'argent à la Grèce et ils seront remboursés avec des intérêts. Je ne suis donc pas d'accord avec la thèse selon laquelle les Britanniques devront porter un fardeau supplémentaire pour résoudre la crise grecque. Être un membre de l'Union européenne, c'est avoir des opportunités et des obligations. Et je pense que les Britanniques devraient faire le choix de rester membres. Ils ne font pas partie, on rappelle, de l'eurozone, donc ils n'ont pas les mêmes obligations que les membres de l'eurozone. Non, ils n'ont pas d'obligations envers la zone euro, mais ils ont des obligations en tant que membres de l'UE. Et en tant que membres, ils bénéficient aussi de nombreux avantages. C'est aux Anglais de décider. La commission budget du Bundestag vient de valider, en fait, vendredi 10 juin, le déblocage d'une nouvelle tranche de prêt, 10 milliards d'euros pour la Grèce, sous assistance financière depuis maintenant 6 ans. Et certains eurosceptiques en Grande-Bretagne disent que, globalement, toute l'Europe est sous prédominance de l'Allemagne et d'Angela Merkel. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Est-ce que vous l'interprétez pareil?
Je vais commencer par répondre à la seconde partie de la question. Chaque pays essaye d'analyser l'intérêt qu'il a à être dans l'Union, mais je pense qu'on devrait sortir la tête du guidon et regarder un peu plus loin. L'Allemagne est un grand pays, mais l'époque où elle pouvait décider de tout sans être contredite appartient au passé. Maintenant, vous avez mentionné que nous avions obtenu de réelles avancées au Bundestag avec le versement d'une nouvelle tranche d'aide. Ça me donne l'opportunité d'insister sur le fait que cette aide nous a été accordée parce que la Grèce a fait beaucoup mieux que ce que l'on imaginait au départ. Il faut d'ailleurs convaincre pour les Européens que l'Europe est à la hauteur dans certains dossiers, en particulier les dossiers économiques, dans le dossier grec. Est-ce qu'après ce référendum britannique, s'il se solde par un Brexit, eh bien, on sera beaucoup plus dur avec la Grèce? Est-ce que vous craignez que les créanciers soient beaucoup plus durs? La question, ce n'est pas d'être dur ou mou envers un pays en particulier. Ce qui importe, c'est de trouver des solutions communes qui puissent faire avancer l'Union européenne vers une croissance durable. Mais comme je l'ai déjà dit, nous espérons que les Britanniques choisiront de rester. Et je suis sûr que rien n'affectera la collaboration entre la Grèce et l'UE, car notre pays a prouvé qu'il avait un gouvernement avec une majorité, une volonté politique forte, une véritable capacité de décision et qui reconnaît la nécessité de suivre l'agenda des réformes demandées par nos créanciers pour réduire notre dette. On a mené la réforme des retraites alors que personne ne pensait que ce serait faisable. J'espère donc que le développement à travers le continent européen sera si intense qu'il permettra à notre pays de retrouver le chemin de la croissance. Merci, Monsieur le Ministre, d'avoir été notre invité. Merci à vous de nous avoir suivis pour Ici l'Europe. On se retrouve bien sûr très bientôt sur nos antennes. À très bientôt à tous.